Bonjour et bienvenue, madame, messieurs, sur Chancela Tchala News, votre média d'actualité avec le docteur Noël Tchani, Mouadi Invita. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir à Chancela Chancela News. Tchala News. Voilà. Merci d'accepter également. Donc de vous n'êtes plus répondre, avec Bassambia Congo? malheureusement. Ah, ok. Voilà, merci, je disais, merci d'accepter de répondre à nos questions. C'est avec vous qu'on va décortiquer quelques sujets d'actualité, notamment l'impact des accords signés par les chefs de l'État sur la relance économique de notre pays, la RDC. Et on partira du côté de la MIBA où plus de 5000 carats de diamants sont produits par jour. Comment transformer ces minéraux en francs congolais, en dollars, en fait, que tout le monde puisse y accéder, ou comment simplement les Congolais peuvent bénéficier directement des travaux qui sont faits au niveau de la MIBA. On va en parler avec vous. On parlera également du retour de troupes rwandaises sur les sols congolais au nom de la coopération militaire. Est-ce que c'est opportun avec tout ce qui se passe notamment à l'Est? Est-ce que c'est quand même normal de revoir encore les Rwandais sur les sols congolais? On va en parler. Kalev Moutande qui sollicite un procès public. On ne sait pas, peut-être qu'il a des révélations à faire aux yeux de tout le monde. En tout cas, on va en parler. Et certainement qu'on vous donnera l'occasion de redire, peut-être cette fois avec un peu beaucoup plus de détails, votre proposition du verrouillage de la présidence, c'est-à-dire que donner accès à ces postes-là, simplement aux Congolais nés de pères et des mères congolais. Nous avons vu beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux. En tout cas, madame, messieurs, vous allez en comprendre plus. Docteur Noël Tchani, Mouadi Invita, le chef de l'État, a séjourné récemment au Qatar où il a signé des contrats en ce qui concerne le domaine aéroportuaire et portuaire. En quoi ceci est bénéfique directement au peuple congolais? Parce que la plupart des Congolais, notamment sur la toile, disent que, en tout cas, ça n'apporte rien. Le Congolais veut manger, le Congolais veut être rassasié. Les histoires de contrats à long terme, et là, en tout cas, ça n'intéresse pas le peuple congolais. Ben, moi, je crois qu'un pays, quand il est géré, il y a des actions à court, à moyen et à long terme qui doivent être menées et qui entrent dans le cadre d'une réalisation, d'une vision de développement. On ne peut pas tout abandonner en disant simplement on a besoin de manger aujourd'hui. Si vous mangez simplement et vous ne faites rien pour développer le Congo demain après-demain, vous êtes une société vouée à l'échec. Parce qu'à la fin de la journée, vous n'allez pas faire des investissements. Et quand on fait des investissements, on investit aujourd'hui, mais l'effet va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Il faut planifier. Moi, je pense que l'ensemble des contrats signés par le chef de l'État, quand il est parti au Qatar, entre dans le cadre d'une vision de développement que nous devons mener, qui serait bénéfique pour le pays. Et moi, je voudrais encourager les Congolais à soutenir cette initiative-là. Il y a beaucoup de contrats qui ont été annoncés. S'ils se matérialisent, ils vont se traduire par la création d'emplois pour les Congolais, par l'amélioration de l'environnement économique, infrastructurel du pays, et ils vont se traduire par une amélioration du niveau de vie de la population, parce que chaque personne qui trouve du travail et qui perçoit un salaire, si c'est un salaire de qualité, il sort de la pauvreté et il devient quelqu'un qui peut se soutenir lui-même. Donc, tous les contrats qui ont été annoncés dans le domaine des ports, de construction des ports, de construction d'aéroports, de construction d'un hub de transport aérien, de construction de, si je peux dire, des routes, tous ces contrats-là dans le domaine minier, tous ces contrats sont bénéfiques au pays et il faut donner l'occasion à ces projets de se matérialiser, au lieu de commencer à tirer à bout portant sur tout ce qui bouge. Vous voulez qu'il fasse quoi? C'est un chef d'État. Il a la préoccupation de faire avancer son pays. S'il ne fait rien, vous vous plaignez qu'il ne fait rien. Et quand il prend des initiatives, il les fait, vous commencez à vous dire donc ça n'a pas d'impact. Vous voulez qu'on vous améliore le social des Congolais, mais on améliore le social comment? Si on ne peut pas faire des projets d'envergure tels qu'il les a annoncés. Donc personnellement, j'encourage tout le monde, je demande à tout le monde de laisser autant le temps, que ces projets puissent se matérialiser, de donner le soutien possible à cette initiative-là pour que le peuple congolais et le Congo en tant que pays
puissent en bénéficier. Je voudrais informer beaucoup de personnes que les Qataris, ils ont beaucoup d'argent. C'est eux qui sont propriétaires de tout ce que vous voyez à Paris là. C'est eux qui sont propriétaires de beaucoup d'investissements de qualité aux États-Unis, en Asie et consorts. Donc si on peut attirer ce genre de partenaires financiers dans notre pays, ça ne peut être que bénéfique pour notre pays. Et ça fait partie de ce que j'appelle moi la diversification des bailleurs de fonds. Traditionnellement, nous sommes trop dépendants des institutions internationales. Nous sommes très dépendants de quelques pays européens. Nous sommes trop dépendants des bailleurs de fonds traditionnels, les États-Unis, la Chine et consorts. Diversifions ça. Et une façon de diversifier, c'est de se tourner vers ces pays du Golfe, qui n'ont pas eu la tradition dans le passé d'investir dans notre pays. Si on peut les attirer, on crée la concurrence entre bailleurs de fonds. Et ça ne peut être que bénéfique pour le peuple congolais. Ça ne peut qu'être bénéfique pour le peuple congolais. Après, la petite préoccupation est celle de savoir le Congo va les recevoir ici pour la construction des routes, pour les aéroports et autre chose. Mais qu'est-ce que le Congo donne en retour? Parce que c'est un peu du gagnant-gagnant ou tout simplement, eux, ils veulent investir au Congo. Bon, ça dépend. Chaque projet est différent. En termes de ce qu'on appelle en anglais project finance, il y a le financement des projets. Il y a des projets qui sont self-liquidating, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'être garantis, à part la garantie du risque politique, qu'on ne va pas nationaliser ce qui sera construit. À part cela, on n'a pas besoin de mettre de l'argent dans un compte pour pouvoir sécuriser les investissements qui seront faits. Je donne l'exemple de quelques projets. Si on prend la construction du port de Banana, ce port va générer des revenus. Ces revenus, il peut y avoir un accord au préalable que quand on dégage 100% de revenus, que pendant une certaine période de temps, l'État recevra un pourcentage et les partenaires recevront un pourcentage jusqu'à ce qu'ils puissent recouvrer tous les investissements qui ont été faits au départ. Pourquoi un tel montage? C'est parce que le projet est self-liquidating, c'est-à-dire qu'il va générer des revenus qui seront suffisants pour rembourser le prêt ou pour rembourser le financement qui a été contracté au départ. Dans le domaine de l'aéroport, dans le domaine de construction de routes ou bien de chemin de fer, c'est plus ou moins le même raisonnement. Quand vous construisez un aéroport, vous vous attendez à ce qu'il y ait des flux commerciaux, des compagnies aériennes qui vont atterrir là-bas, qui vont venir se revitaliser là-bas. Et ces compagnies aériennes gagnent de l'argent, payent la taxe d'utilisation de l'aéroport, payent d'autres frais connexes donc impose le pays. Le pays gagne sur ces taxes-là, mais l'aéroport sera construit. L'aéroport va créer des emplois pour les gens dans le pays. Donc, il y a un impact, une incidence sur le budget de l'État du fait des taxes qui seront perçues donc, sur cet aéroport-là. Donc, et en principe, le financement qui a été fait pourra être remboursé avec les revenus qui sont générés par l'aéroport. Donc c'est un projet, encore une fois de plus, qui est self-liquidating. Prenons le cas de construction d'un chemin de fer ou bien d'une autoroute. Si la construction d'une autoroute ou bien d'un chemin de fer a coûté $1 milliard, et on peut faire des calculs de façon telle que les revenus qui sont générés par l'autoroute ou bien par le chemin de fer, si par an, on mobilise, on génère, disons, 100 millions de dollars. L'État pourra faire un arrangement avec les partenaires qui ont financé pour que sur les 100 millions qui sont générés chaque mois, une portion est allouée au remboursement du financement, permettre aux investisseurs de recouvrer donc leur mise, mais une portion aussi est orientée vers le trésor public. Donc c'est tout le monde qui gagne. Et entre-temps, l'infrastructure va être construite. Donc, sans connaître les détails de chacun des projets, ça c'est une explication générale que je peux donner dans ce genre de projet-là. Donc il ne faut pas penser simplement que quand on a des investisseurs, ils viennent pour prendre vos minéraux. Et même s'ils prenaient des minéraux et qu'on a hypothéqué les minéraux donc comme il se doit, et que la rentabilité va être suffisante pour rembourser les prêts, pour que le peuple congolais gagne, qu'on crée des emplois et qu'il y ait un impact sur le trésor public, tant mieux.
Si et seulement si ça va se passer comme ça, parce que je me rappelle récemment d'une des enquêtes de l'inspection générale des finances qui expliquait comment ça se passe dans les aéroports, notamment Njili, celui du Tanganyika, chez Zoé Kabila, et aussi de Lubumbashi. À Njili, par exemple, il y a 2 millions qui sortent du trésor public pour les réaménagements et autres. Par contre, au niveau du Tanganyika, c'est 22 millions. Alors, on ne sait pas expliquer ce que ça fait déjà, parce que les mêmes rapports expliquent qu'au niveau, par exemple, des conditions qui sont réunies ou qui ne sont pas réunies dans un aéroport, tous les aéroports du Congo ne répondent pas à ces critères-là. Mais à la surprise de tout le monde, quand même, il y a beaucoup d'argent qui vont du côté de Kalemi et à Kinshasa, où la capitale est censée être propre, et ce n'est pas le cas. Bon, c'est un problème de gouvernance. Il y a des endroits où les signes de mauvaise gouvernance sont tellement plausibles qu'on n'a pas besoin d'être très intelligent pour détecter que les ressources publiques ne vont pas dans les caisses de l'État. C'est ça le travail que nous avons confié à nos organes de contrôle, dont l'inspection générale des finances. Dans ces cas-là, je demande à l'inspection générale des finances de bien auditer, de bien enquêter ce qui se passe à Kinshasa, ce qui se passe à Kalemi, mais également ce qui se passe dans toutes les autres provinces pour déterminer comment est-ce que les détourneurs professionnels de fonds arrivent à s'accaparer des ressources publiques et comment est-ce qu'on peut récupérer ces ressources pour les remettre là où elles doivent être, donc dans le budget national. Vous êtes banquier, vous êtes économiste, et une petite parenthèse qui préoccupe pourtant beaucoup de Congolais sur les réseaux, etc. 1081 travailleurs à la présidence de la République, du point de vue économique, du point de vue, je ne sais pas moi, beaucoup d'autres choses. N'est-ce pas que ça coûte beaucoup trop cher à la République? Il n'y a pas moyen de réduire ça? Bon, je ne veux pas parler simplement de la présidence de la République, mais je parle de l'État congolais. L'État congolais, quand on regarde les frais de fonctionnement de nos institutions, ces frais sont trop élevés. Ils sont trop élevés et par conséquent, ce n'est pas possible de continuer à fonctionner donc de la façon dont nous fonctionnons aujourd'hui. Ce que nous devons faire, c'est réexaminer la structure de notre gouvernement, les institutions qui sont en place et arriver à déterminer ça coûte combien de faire fonctionner ces institutions par rapport à la capacité de mobilisation des ressources budgétaires de la République démocratique du Congo. Même si la présidence allait servir d'exemple, est-ce qu'il n'est pas le cas? Il est tout à fait anormal qu'on prenne toutes les ressources publiques, qu'on les alloue à payer les salaires des gens. Les structures, non seulement la présidence, le gouvernement, vous vous rappelez par exemple, je vous ai dit que le gouvernement, ce n'est pas normal de tourner avec 69 ministres. Moi, je peux réduire le nombre de gouvernements, le nombre de ministres, donc à 20, 25 maximum, pour réduire les dépenses. Il y a des institutions telles que la présidence qui sont trop gourmandes, qui sont trop grandes, il y a trop de conseillers. On peut réduire le nombre de ces conseillers au minimum vital qui puisse permettre au chef de l'État de fonctionner normalement, d'avoir l'expertise à travers ses conseillers et ne pas gaspiller donc de l'argent inutilement. On peut regarder certaines institutions de la République. Est-ce que nous avons besoin d'un Parlement à 2 chambres? On peut avoir 500 personnes dans l'Assemblée nationale qui conçoivent des lois, et une fois qu'ils ont conçu la loi, ils ont discuté 500 têtes. Après ça, on doit envoyer donc dans une autre chambre qu'on appelle donc le Sénat. Moi, je pense qu'on peut supprimer le Sénat pour que l'Assemblée nationale, le Parlement ne soit constitué que d'une seule chambre. Regardons les provinces aujourd'hui. Nous avons des assemblées provinciales. Quel est le travail des assemblées provinciales? À part la destitution continue des gouverneurs des provinces. Moi, je pense qu'il faudrait que nous puissions envisager de supprimer les assemblées provinciales et éventuellement le rôle que ces assemblées sont supposées jouer, c'est-à-dire le rôle de contrôle de l'exécutif. Ce contrôle doit peut être assuré par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de la territoriale, la Cour des comptes et les autres organes de contrôle. Donc, c'est une réflexion que nous devons mener de façon stratégique pour tout le pays, pas simplement se focaliser sur la présidence de la République. Donc pour vous, il faudrait vraiment réviser alors la Constitution. Il faut réviser, et si la suppression de certaines de ces structures nécessite la révision de la Constitution, il faut le faire. Donc on ne peut pas continuer à avoir un pays qui fonctionne à déficit. À déficit, pourquoi? Parce qu'on dépense trop d'argent, il n'y a rien qui reste pour faire des investissements, pour développer. Ils touchent 8 000 $ les députés provinciaux. Bon, je ne veux pas, 8 000 $, c'est rien. Donc si on était bien organisé et qu'on avait un Parlement qui fonctionnait,
8 000 $, donc ça permet à quelqu'un de pouvoir vivre correctement. Il faudrait, moi, plutôt que de penser à pouvoir réduire simplement les salaires là-bas, je voudrais voir ceux qui gagnent très peu, comment est-ce qu'on peut augmenter, relever leur niveau de salaire pour que tout le monde puisse vivre correctement. Et surtout, qu'est-ce qu'eux font pour la population? Parce que là, votez pour moi, je vais changer les pays, je vais changer ma province, je vais changer ma ville ou mon territoire. Et en arrivant là-bas, il y a de ceux-là qui, même au cours d'une législature, ne parlent absolument pas, mais quand même, ils ont droit d'être payés. En quoi le peuple bénéficie de leur présence dans ces institutions-là? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est pour cela que je dis nous devons revoir la qualité, l'efficience de nos institutions. Nous devons redéfinir donc les thèmes de référence. Nous devons définir les profils des gens qui... je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai même vu un sénateur là. J'ai juste lancé une idée qu'il faut verrouiller l'accès à la présidence de la République à réserver exclusivement aux Congolais nés de père et de mère. Un sénateur est allé à la télévision pour me vilipender. Et ce sénateur, c'était un danger pour la République parce qu'il s'est dit démocrate dans un système démocratique et il ne veut pas qu'il y ait débat d'idées. Pourquoi? Parce que soit peut-être que lui-même n'est pas congolais, soit s'il est congolais, il est au service des gens qui ne sont pas des Congolais. Donc on n'a pas besoin donc de parlementaires de ce genre-là. C'est ce que j'appelle moi des sénateurs ou des parlementaires, donc des pacotilles. Nous avons besoin de purifier cette Assemblée nationale, mais aussi donc ce Sénat, pour qu'on ait donc des législateurs de qualité qui conçoivent des lois qui font du sens et qui aillent dans les traits donc du peuple congolais. On va revenir sur votre proposition de pouvoir verrouiller la présidence et de donner simplement accès aux Congolais de père et de mère en termes de naissance. Parlons cette fois de la sortie du gouvernement. Ça continue à traîner. Récemment, c'est Augustin Kabouya, le secrétaire intérim de l'UDPS, qui nous a dit que voilà, les présidents avaient demandé la représentativité de femmes, mais comme il n'y avait pas les noms de femmes dans les listes qui sont proposées, du coup, le président n'a pas refusé de signer l'ordonnance de la sortie du gouvernement. Il y a certains mêmes acteurs politiques qui disent qu'il y a des noms que le président lui-même a refusé de pouvoir autoriser de faire partie de ces gouvernements-là, finalement pour des affinités, pour des problèmes, des conflits d'intérêts, etc. Les pays est dans un état d'arrêt. Pendant ces temps, on a quand même Ilunga Ilukamba qui n'est pas encore parti, qui est toujours là et qui est supporté par les trésors publics. Il y a également Samalou Kondé. Finalement, est-ce que vous voyez que même quand vous parlez de Congolais, des pères et des mères, etc., est-ce que c'est suffisant pour faire développer ces pays? Non, il ne faut pas faire de l'amalgame. Exiger que la présidence de la République soit occupée par un Congolais de père et de mère n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire là. Donc, il faut séparer les choses. Nous voulons que le pays continue à être souverain et pour qu'il soit souverain, la souveraineté c'est quoi? C'est le caractère d'un État qui n'est soumis à aucun autre État, qui n'est pas soumis à un dictat de notre pays. Nous voulons que notre pays soit indépendant. Ce n'est pas pour rien que Patrice Emery Lumumba est mort. Donc nous n'allons pas compromettre la souveraineté nationale. Donc c'est ça que nous voulons en verrouillant l'accès à la présidence, pour éviter des infiltrations au sommet de l'État, pour que celui qui arrive au sommet de l'État comme président de la République soit toujours quelqu'un qui va être 100% loyal à la République démocratique du Congo, qui va travailler 100% pour le peuple congolais. Maintenant, en ce qui concerne maintenant les lenteurs, la lenteur prise pour la mise en place du gouvernement, moi, j'aurais bien voulu que les choses aillent très vite. Je vous ai toujours dit que si j'étais Premier ministre, je vous saurais un gouvernement dans 3 jours. Mais le Premier ministre a dit qu'il prend du temps pour éviter la précipitation. Il sait que c'est important, c'est urgent. Nous attendons et surtout qu'il y a des compromis à faire, des compromis, trade-off en anglais, des compromis à faire pour avoir autant de femmes, avoir autant de gens qui représentent la société civile, avoir autant de gens qui représentent chaque province, avoir autant de gens qui sont des technocrates, qui sont des personnalités. Il y a beaucoup de trade-off à faire. Nous, je pense qu'il a pris du temps pour arriver à réunir tout ça, pour que quand il sort le gouvernement, les Congolais applaudissent plutôt de commencer à crier « Oh, mais tout ça, c'était pour nous donner donc un gouvernement de ce genre ». Attendons qu'il ne sorte le gouvernement et on va le juger en fonction de qui fera partie de cette équipe gouvernementale. Et si on nous amène donc des gens de valeur, je pense que le retard qu'on a mis pour arriver à cela aura été justifié. Mais si on ressort donc les mêmes individus-là qui ont fait que le Congo soit cloué au sol jusqu'aujourd'hui, on aura beaucoup de questions. Mais moi, je crois sincèrement que ce Premier ministre, il a pris du temps
pour travailler avec le président de la République afin de nous sortir un gouvernement qui réponde aux préoccupations, non pas simplement du chef de l'État, des questions de représentativité, de technicité et consorts, mais également aux préoccupations du peuple congolais. Donc des gens qui, comme on les appelle, une équipe de warriors. Les warriors en anglais, ça veut dire donc des guerriers. Donc ces guerriers-là, ils vont être au front pour faire face aux défis de développement que rencontre donc notre pays. Au regard de tout ce qui est dit pour notamment cette formation du gouvernement, la répartition de postes ministériels, est-ce que l'Union sacrée ne court pas là un danger? Par exemple, après la sortie du gouvernement, les aigris, ceux qui se sentiront lésés vont devoir quitter et d'office fragiliser cette nouvelle plateforme. Bon, ça dépend des motivations de chacun ou de chacune. Quand on est venu dans l'Union sacrée, on a eu l'expérience donc de gestion du pays pendant 2 ans, où les postes étaient répartis entre 2 familles politiques, le FCC et le CACH. Et on avait exclu le reste de la République. Est-ce que nous, on a pleuré quand on n'était pas membre du gouvernement? On leur a souhaité bonne chance, on leur a dit travaillez, réussissez pour nous et que le pays avance. Ils ont échoué. Maintenant, si les mêmes individus-là qui étaient dans l'Union sacrée, dans le CACH, ont émigré pour entrer dans l'Union sacrée et ils attendent à jouer le même rôle qu'ils ont joué dans le gouvernement qui a échoué, on ne peut pas espérer réaliser grand-chose. Et s'ils sortent maintenant de l'Union sacrée parce qu'on ne les a pas sélectionnés comme membres du gouvernement, c'est qu'ils ne méritaient pas déjà d'être dans l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est un effort pour que tout le monde se mette ensemble, partage la même vision, gère le pays avec la participation de tous pour réaliser les objectifs de développement que nous avons. Donc, si tout le monde comprend ces choses-là comme telles, on va réaliser que sur 105 millions d'habitants que nous sommes, on ne peut pas tous faire partie du gouvernement. Le gouvernement ne peut avoir que 20 à 30 ou 40 ministres maximum. Tout le reste de la République doit pouvoir se contenter de faire autre chose. On ne peut pas donc dire que tout le monde doit être membre du gouvernement. Donc, ceux qui vont être mécontents parce qu'ils ne sont pas membres du gouvernement, je leur dis bonne chance. Restez dans l'Union sacrée, attendez un autre tour, et si vous n'êtes pas d'accord, sortez de l'Union sacrée parce qu'on n'a pas besoin de vous, vous ne comprenez pas ce qu'il faut pour développer le pays, pour que les gens travaillent ensemble, partagent la même vision. Parlons cette fois de la MIBA avec la relance de cette société minière pour le bien de notre pays. Les DG de la MIBA confirment qu'il y a plus de 5000 carats de diamants et bien d'autres minéraux qui sont produits par jour au niveau de Mbujimayi, là où ça se passe. Vous êtes économiste, pour ne pas dire vous êtes banquier, vous êtes économiste. Et quelle est la politique à mettre sur pied afin que la vente puisse bénéficier, la vente notamment de ces minéraux-là puisse bénéficier directement au peuple congolais? Pour dire simple, comment on va partir des diamants pour les francs congolais ou pour les dollars? J'ai toujours considéré que le Congo a besoin de ce qu'on appelle une stratégie d'industrialisation, d'une vision de développement qui mette en valeur nos ressources naturelles au lieu de suivre le schéma colonial qui nous a été légué, où on creusait le diamant au Kasaï, à Chikap ou à Mbujimayi, on le met dans un colis, on envoie en Anvers ou bien à Dubaï, on va vendre là-bas et puis aucun impact sur l'économie. Moi, je voudrais qu'on suive l'exemple, par exemple, du Botswana. Le Botswana a une économie qui tourne autour du secteur du diamant. On a non seulement, il faut non seulement diversifier les investissements pour qu'on puisse produire davantage, mais quand on produit davantage, il ne faut pas simplement transférer à l'extérieur. Il faut trouver des mécanismes pour transformer cela en produit fini à l'intérieur du Congo. Par exemple, tailler le diamant comme il le faut, qui est des usines installées sur place pour que le produit qui sort de là soit le produit fini, qui sort du Kasaï, qui sort de là, soit le produit fini. Et si on cherche à faire cela, par exemple, c'est lui qui va faire l'expertise du diamant, qui va le tailler. C'est lui qui va couper le diamant pour le mettre sur la bague de fiançailles. C'est lui qui va... Donc, tout cela, ça va ajouter des emplois qu'on va créer, non seulement au Kasaï, mais en RDC. C'est ça la stratégie que nous devons suivre. Allons voir l'exemple du Botswana. Le Botswana a une économie qui ne tourne qu'autour du secteur du diamant. Nous pouvons faire la même chose. Donc, moi, je voudrais que cette philosophie-là s'applique non pas simplement au diamant, mais également aux autres minéraux, le cobalt, le cuivre, le zinc, le fer, tous les minéraux que nous avons, cherchons le coltan. Cherchons à transformer cela en produit fini, produit semi-fini à l'intérieur du Congo. Si nous le faisons, nous allons créer des emplois pour le peuple congolais et nous allons diminuer ce chiffre-là
honteux du chômage qui couvre pratiquement 85% de la population active du pays. Voilà, on continue avec vous, Dr Noël Tchani. Moi, j'invite Kalev Moutonde, ancien DG de l'ANER, de notre pays, qui est en fuite, qui a disparu du Congo, si on peut dire, parce que jusque-là, il n'est pas encore retrouvé. Là où il est en train d'exiger un procès public pour les raisons pour lesquelles la justice est en train de les pourchasser partout. Est-ce qu'il a des raisons, il a des vérités qu'il doit dévoiler aux yeux du monde entier? Parce qu'avant, il nous avait dit qu'il détient les secrets d'État. Est-ce que c'est une occasion pour lui de nous livrer finalement ce qu'il a conservé pendant autant d'années? Quelqu'un qu'on a mis devant la barre et qui pose des conditions à ne pas finir donc pendant toute la journée, je pense que c'est du chantage. Kalev Moutombe connaît très bien la loi. Quand vous êtes convoqué au tribunal, vous allez vous présenter au tribunal. Vous ne vous cachez pas quelque part et commencez à poser des conditions que pour aller au tribunal, il faut me faire ça. Mais parce qu'il demande que le procès soit public. Quel est le problème? Il faut qu'il y ait de la transparence. Moi, je demande aux autorités d'accepter que le procès de Kalev soit public. Ce sera le procès de son régime d'ailleurs. Le régime de Joseph Kabila qui nous a dirigé pendant pendant 18 ans, plus les années de son père, donc pendant 22 ans. Nous voulons entendre ces choses-là. Si c'est ça qu'il pose comme condition, qu'on lui donne la garantie que le procès sera retransmis en direct. Et d'ailleurs, tout le monde est curieux de voir, d'entendre ce qui se passe. Donc, il ne faut pas cacher. Et surtout que ce régime ici n'est pas le régime de Kalev. Donc, il n'y a rien qu'il va révéler qui va embarrasser ce régime par rapport au régime antérieur. Moi, je dirais à tout le monde, acceptons qu'on puisse retransmettre le procès en direct, comme on l'a fait avec le cas de Vital Kamerhe. Comme ça, le peuple congolais va être édifié. Ce sont des procès éducatifs. Comme ça, les gens vont savoir que quand vous êtes dans des fonctions officielles, publiques, il faut que vous puissiez vous comporter correctement. Parce que tôt ou tard, on va vous mettre devant la barre et vous serez humilié. Donc, monsieur le procureur général de la République ou monsieur le président de la Cour de cassation, tous ceux qui sont impliqués dans cela, s'il vous plaît, autorisez que le procès soit public pour que Kalev Moutombe accepte de se présenter devant la barre. On le juge. Si on le trouve coupable, qu'on le condamne, qu'on le mette au cachot pour toujours ou pour autant d'années. Mais si on le trouve aussi, donc il est innocent, eh bien, on va le libérer. Docteur Tchani, Noël Tchani Mwadianvita, avant de parler sécurité pour aller chuter, Moïse Nyarugabo, qui déclare les noms et l'identité de la communauté Banyamulenge ne peuvent pas se négocier. Il a déclaré ceci quand il a entendu finalement parler du recensement et de l'identification. Qu'est-ce que les Nyamulenge ou les Banyamulenge apportent au Congo et en quoi le Congo va devoir négocier leur identité? Pour quelle finalité? Bon, moi je n'ai pas suivi cette déclaration. Mais s'il a fait cette déclaration, moi je pense qu'il faut qu'il apprenne à se taire. Parce que chaque fois qu'il ouvre la bouche, j'ai l'impression que ce monsieur de Nyarugabo dit beaucoup de bêtises. Alors, je ne veux pas me prononcer sur quelque chose que je n'ai pas entendu. Nous avons 450 tribus au Congo, ou ethnies au Congo. Ces ethnies sont les mêmes. Si les Banyamulenge font partie des 450 tribus, ils ne doivent pas être traités différemment. Mais il ne faut pas qu'il y ait des menaces que si vous faites ça, nous allons faire la guerre. Finalement, donc, des gens qui font des menaces comme ça, ils ont quelque chose à se reprocher. Peut-être qu'ils ne sont pas véritablement des Congolais. Donc, il ne faut pas céder devant ces choses-là. S'il y a quoi que ce soit qui concerne toutes les ethnies du Congo, qu'on le fasse de la même façon pour tout le monde. Pas une exception pour Nyarugabo et son groupe. La sécurité à l'est du pays préoccupe pas mal de Congolais de partout dans le monde, disons-les comme ça. La présence à nouveau des troupes rwandaises sur les sols congolais au nom de la coopération militaire. Jean-Claude Katende, président de l'Azado, qui refuse d'écouter cela de ses oreilles, il déclare que ça ne peut pas se faire comme ça au regard de ce que le Rwanda a fait et peut continuer à faire sur les sols congolais. Êtes-vous d'accord pour cette coopération, c'est-à-dire les retours des troupes rwandaises sur les sols congolais? Les Rwandais font partie du problème. Ils ne peuvent pas en même temps faire partie de la solution. Ils ont envahi notre pays, ils ont causé des massacres, des viols, ils ont pillé nos ressources naturelles et ce sont des gens qu'il faut tenir à distance. Moi, je ne vois pas comment ceux qui nous ont envahis de force et qui ont voulu coloniser la RDC peuvent aujourd'hui venir et qui créent l'insécurité. Beaucoup de ces troupes rebelles-là sont créées par les Rwandais. Vous vous rappelez Ngunda Batware? Ngunda Batware, jusqu'aujourd'hui, il a fui. Il a dirigé des rébellions à l'est de la République et il a fui, il est allé se réfugier où? Au Rwanda.
Vous connaissez Bosco Tanganda. Il a fui, il est allé au Rwanda, qu'il a délivré donc à la CPI. Et à la CPI, il parle Kinyarwanda, pas une langue congolaise. Donc les Rwandais font partie du problème, ils ne peuvent pas faire partie de la solution. Moi, je voudrais encore une fois de plus attirer l'attention du chef de l'État, attirer l'attention de nos autorités politiques et militaires, que le Rwanda, ce n'est pas un partenaire avec qui on doit collaborer pour rétablir la paix et la sécurité à l'est de la République. Ils font partie du problème. J'essaie de comprendre pourquoi on dit par exemple que les États-Unis sont un partenaire stratégique. On a signé un contrat de partenariat stratégique. C'est un grand pays avec beaucoup de moyens, beaucoup de forces. Et je vois l'ambassadeur américain qui se pavane devant nos troupes armées comme s'il était dans son pays. Mais comment est-ce qu'on utilise Vous avez vécu aux États-Unis, c'est normal ça. Comment est-ce qu'on utilise ce partenariat? On n'utilise pas ce partenariat pour arriver à rétablir la paix et la sécurité. On va faire donc des petits contrats avec des petits pays comme le Rwanda pour rétablir la paix, tant on sait qu'eux-mêmes, ils font partie du problème. Donc, moi, personnellement, je suis d'accord avec la position de Jean-Claude Katende que le Rwanda fait partie du problème, ne peut pas faire partie de la solution. Avant de vous donner la parole pour clarifier finalement votre proposition en ce qui concerne la révision de la loi électorale et autres, l'Inspection générale des finances qui accuse les Sénats de protéger les voleurs dans son enceinte. José Makila qui s'en prend publiquement à l'inspecteur général des finances en disant qu'il va saisir la présidence pour interpeller l'inspecteur Jules Alinguete afin de pouvoir citer des noms, ceux-là qu'il est en train de dire, qui sont des voleurs et qui sont protégés au niveau du Sénat. Jules Alinguete a parlé du Sénat, il n'a pas cité un seul nom. En quoi José Makila s'est préoccupé des déclarations de Jules? Vous connaissez l'expression qui dit « qui se sent morveux, c'est mouche ». Vous êtes dans une salle où il y a plusieurs personnes et vous dites les voleurs vont être arrêtés, on va être mis en prison. Et soudainement, vous vous mettez debout, vous dites quoi? Vous fâchez contre cela. Peut-être que vous êtes voleur vous-même. Donc, moi, je pense que l'inspection générale des finances fait un travail de qualité pour notre pays. Et l'inspection a été révalorisée avec l'arrivée de l'État à ne pas être soumis à une autre État. Pour cela, le pays doit être géré par les gens qui sont 100% loyaux à ce pays-là. Pour être 100% loyal à ce pays, il ne faut pas être dans une situation de conflit d'intérêts. Quand on a un enfant qui est 100% congolais, c'est-à-dire de père et de mère, ce monsieur-là ne connaît que ce pays-là. Il va se mettre au service de ce pays, avec tout son cœur, son intelligence, son sang, tout. C'est ça le pays qui lui appartient. Maintenant, si vous êtes 50% congolais, 50% est notre pays, par exemple Rwanda. Vous allez être loyal à quel pays? Peut-être 50% au Congo, peut-être 50% au Rwanda. Et nous ne voulons pas ça, cette possibilité de compromission au sommet de l'État. C'est la seule raison que j'utilise pour pouvoir présenter cette idée-là, de limiter l'accès à la présidence de la République aux ressortissants donc, du Congo. Je dis que nous ne sommes pas les seuls pays du monde à avoir adopté cette disposition. La Côte d'Ivoire a ça. Vous ne pouvez pas être président de la Côte d'Ivoire si vous n'êtes pas ivoirien né de père et de mère. Le Gabon a la même disposition. Il y a une troisième, le Burkina Faso a la même disposition. Je n'ai pas fait le tour de tous les autres pays africains. Maintenant, regardez les États-Unis d'Amérique. Vous ne pouvez être président des États-Unis d'Amérique que si vous êtes américain né sur le sol américain. C'est-à-dire 100% américain. Il n'y a pas possibilité de combinaison entre les États-Unis et notre pays. Au point où tous les autres Américains qui sont venus, qui sont des Américains naturalisés, ils peuvent occuper tous les postes du monde, sauf celui de la présidence de la République. Il y a de bonnes raisons pour ça. On évite d'avoir à ce niveau-là, dans un poste de souveraineté nationale, quelqu'un qui peut être loyal en partie au pays et en partie à un autre pays. C'est ainsi que des personnalités célèbres, très brillantes, très intelligentes, telles que Henry Kissinger, qui était secrétaire d'État américain, telles que Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État américain, tels que Arnold Schwarzenegger, qui était gouverneur de l'État de Californie. Ces gens-là, des Américains à part entière, très intelligents, très populaires, ne peuvent pas ou ne sont pas autorisés à devenir président de la République parce qu'ils ne répondent pas aux critères d'être liés au sol américain à 100%. Et Obama?
Obama, il répond aux critères d'être lié au sol américain à 100%. Pourquoi? Parce qu'il est né sur le territoire américain. Donc, je peux être rwandaise, je suis née au Congo et mes parents viennent ici, je veux naître ici. Et puis, du coup, comme je suis née ici, j'ai accès à ces postes-là aussi. Il ne faut pas confondre les choses. Le Congo n'a pas le droit du sol. Le Congo, la nationalité ne se transmet pas parce que tu es né sur le sol congolais. Si tes parents sont étrangers, tu viens ici, ton enfant né en République démocratique du Congo, cet enfant est toujours un étranger. Tant qu'il n'a pas postulé pour la nationalité congolaise, ou bien ses parents n'ont pas postulé pour la nationalité congolaise. Le cas des États-Unis est différent. C'est un pays d'immigrés. Tout le monde est venu de quelque part. Et ils ont adopté comme principe maintenant qu'il va être américain tout celui qui est né sur le sol congolais, sur le sol américain. Par conséquent, Obama, Bill Clinton, John F. Kennedy, tous, ils sont nés sur le sol américain. Ils ont tous le critère d'être américain à 100% loyal à ce pays-là. Mais ceux qui sont venus de l'extérieur, comme les Kissinger, ne remplissent pas ce critère. Donc chaque pays a son histoire. Et nous, notre histoire, c'est quoi? Nous avons été envahis par des pays voisins qui voulaient avaler la RDC. Le Rwanda, le Burundi et consorts. Nous n'allons pas avoir la loi du sol aujourd'hui, qui n'existe pas. Nous voulons nous assurer que notre pays continue à être indépendant et que le Rwanda, l'Ouganda n'utilisent pas l'un de leurs fils qui serait venu, né sur notre territoire. On va le financer pour qu'il devienne président de la République. Et le Rwanda et l'Ouganda vont réaliser à travers ce chef de l'État-là, infiltré, des objectifs d'occupation qu'ils n'ont pas pu réaliser avec la force. C'est ça l'idée. Comme ce n'est pas défini au préalable et que l'enfant qui sera né des chantiers-là ou d'autres personnes sera président ou ne sera pas président, je ne sais pas, est-ce que les gens qui n'ont pas encore mis au monde doivent désormais savoir que voilà, si quand même je pense que mon enfant ferait la politique, il ne faudrait pas que j'épouse ou que je me marie à un étranger tout simplement parce que je vais limiter l'avenir politique de mon fils ou de ma fille. Je vais vous dire ceci, c'est que la loi doit être impersonnelle, elle ne doit viser aucun individu. C'est même mieux la question que vous posez. Pourquoi? Parce que quand on conçoit une loi, si cette loi a été conçue parce que je voudrais éliminer Chancellor Tchala, de la présidence de la République, ce serait une mauvaise loi parce qu'elle ne vise que vous, mais laisse le problème des autres non résolu. La loi, elle est impersonnelle parce qu'elle concerne tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas nés de pères et de mères congolais ne sont pas autorisés à la présidence de la République pour des raisons que je viens donc d'évoquer. C'est ça qu'il faut voir. Maintenant, si vous êtes un parent, vous voulez planifier les choses à l'avance. Vous connaissez avant que votre enfant soit né, soit même conçu, vous voulez qu'il devienne président de la République. Je voudrais vous féliciter pour ça. Mais dans ces conditions-là, si vous êtes congolaise, épousez un Congolais. Et vous allez avoir un enfant, vous allez le préparer à devenir président de la République. Là, vous limitez carrément les sentiments d'une personne. Je suis attiré par un Français, vous demandez d'épouser carrément un Congolais, alors là, ça ne marche pas. Mais vous êtes attiré par un Français, allez en France pour qu'il devienne président de la France. Pourquoi vous voulez qu'il devienne président de la République? Vous êtes quand même conscient que ces débats ne vont jamais s'arrêter jusqu'à ce que les choses soient clarifiées, parce que là, ça s'étend vraiment sur toutes les horizons. Chaque pays a des règles. Chaque pays a son histoire. Nous avons des règles, nous avons notre histoire. Ce que je propose là tient compte des réalités congolaises. C'est ça la loi que je propose. Elle est là pour promouvoir la souveraineté nationale, l'intérêt national. Elle est là pour promouvoir la loyauté au sommet de l'État à l'égard de la RDC, loyauté à 100%. La loi que je propose, elle est là pour promouvoir la fierté même d'être Congolais, la dignité d'être Congolais. Comment les Congolais se sentiraient d'avoir un président qui est moitié Congolais, moitié Rwandais? Vous serez contente? Donc, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Congolais qui veulent s'identifier avec ce que je dis. En plus de cela, je voudrais aussi que vous sachiez une chose. Une démocratie, c'est la loi de la majorité. Nous avons la majorité de la population congolaise. Elle est constituée de quoi? Des hommes et des femmes qui sont nés des pères et des mères congolais. Il est normal que ces gens-là gèrent le Congo. Je voudrais aussi finir en donnant un autre exemple. Imaginez en Belgique, une femme congolaise qui aurait un enfant avec quelqu'un de la royauté congolaise. Vous croyez que cet enfant-là pourrait devenir le monarque belge, le roi des Belges? Il n'a aucune possibilité. Et je voudrais vous donner un deuxième exemple, banal, mais pour vous faire comprendre une chose. Dans votre village c'est quoi? Je suis congolaise, hein, voilà. Bon, je voudrais vous ramener l'exemple au niveau du village pour que les gens puissent comprendre. Moi, je vous donne l'exemple en vous donnant mon village. Voilà. Vous allez en Ganajika, et j'ai des sœurs et des cousines. Il y a quelqu'un qui vient de notre pays. Je prends par exemple la Zambie.
qui débarque et qui aime l'une de mes sœurs ou bien l'une de mes cousines. Il s'amourage, il décide de se marier. Ce monsieur décide de s'installer dans Gandangika. Il ne peut jamais, l'enfant qui est né là, ne peut jamais prétendre devenir le chef coutumier. Vous savez pourquoi? Parce que la lignée des chefs coutumiers est déjà tracée. Il faut avoir le sang de cette lignée-là pour prétendre à la fonction de chef coutumier. Mais s'il ne peut pas devenir chef coutumier, comment voulez-vous qu'il devienne simplement président de la République? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut certains critères pour vous qualifier à occuper certains postes. Tous les Congolais, nés de père ou de mère, peuvent occuper tous les postes qu'ils veulent. Ils peuvent être des ministres, des mandataires de l'État, tout ce qu'ils veulent. Députés nationaux, sénateurs, ils peuvent occuper tous ces postes-là. Sauf la présidence de la République et des postes qui pourraient amener quelqu'un à la présidence de la République dans certaines conditions, notamment la présidence du Sénat, la présidence de l'Assemblée nationale. Voilà, pour finir, Seth Kikouni qui lui aussi propose un des critères. Il a dit qu'il faut résider quand même sur les sols congolais pendant au moins 18 ans. Et j'ai vu que vous avez réagi que les patriotismes ou l'appartenance à l'origine congolaise n'est pas lié à la présence d'une personne sur les sols congolais pendant autant d'années. Oui. Moi, je ne veux pas engager un débat avec Seth Kikouni sur cette question-là. Je crois qu'on en a parlé suffisamment. Il avait dit qu'il faut avoir été né dans le pays et avoir vécu pendant 18 ans pour être considéré patriote de ce pays. Et moi, je lui dis que cela ne vous qualifie pas parce que, je lui ai donné l'exemple lui-même, qu'il a vécu en Turquie, sauf qu'il n'est pas né en Turquie. Mais même s'il était né en Turquie, il a vécu en Turquie pendant 18 ans. Je doute fort que Seth Kikouni soit éligible pour être président de la Turquie. Erdogan, le président de la Turquie, lui aurait coupé la gorge. Donc, je vous dis simplement qu'il faut être né de père et de mère congolais pour être éligible pour la présidence de la République démocratique du Congo. Et j'invite tous mes compatriotes à voir ce risque-là d'infiltration au sommet de l'État, à accepter la proposition que je suis en train de faire. Voilà votre dernier mot pour conclure. Lié à toutes ces questions-là, il y a aussi la question de nationalité. Ce que je propose ne change pas les critères d'éligibilité à la nationalité congolaise. Vous pouvez être congolais d'origine, né de père ou de mère congolais. Vous pouvez adopter la nationalité congolaise. Si vous êtes un étranger, vous adhérez à cela. Mais au-delà de cela, je veux qu'on reconnaisse le principe de la multinationalité. Pourquoi? Parce que nous avons 105 millions d'habitants. 10% de ces gens-là, de la population congolaise, se trouvent dans la diaspora et beaucoup d'entre eux ont acquis ce que j'appelle des nationalités étrangères de convenance. Pour la simple raison que là où ils vivent, ils ont besoin de trouver du travail, de nourrir leurs enfants, de nourrir leur famille. Et pour trouver du travail, ils sont obligés de prendre des papiers. Des nationalités étrangères, ce sont des papiers. Donc, ils sont obligés de prendre des papiers qui leur permettent d'accéder à toutes les fonctions dans les endroits où ils vivent, dans les pays où ils vivent. Moi, je considère que quand on est congolais, qu'on est né de père ou de mère congolais, on reste congolais jusqu'à la mort. On est né congolais, on meurt congolais. Donc, il faut qu'on puisse modifier la Constitution pour tous ceux qui avaient acquis de nationalités étrangères et qui avaient perdu la nationalité congolaise pour qu'ils puissent recouvrer la nationalité congolaise d'origine que personne ne doit perdre, quelles que soient les conditions. Maintenant, quand vous avez la nationalité congolaise et vous avez d'autres nationalités étrangères, vous êtes en RDC, vous devez vous soumettre aux lois de la République. C'est-à-dire que si vous commettez un crime, on vous arrête, on vous amène devant la barre, on vous juge en tant que Congolais. Vous ne pouvez pas invoquer en ce moment-là une immunité due au fait que vous avez une nationalité étrangère. Vous devez vous soumettre aux lois de la République. Nous, en RDC, nous ne vous connaissons qu'en tant que Congolais. C'est ça que je voudrais donc proposer et que les législateurs devraient considérer dans les modifications prochaines de la Constitution. Dans les prochaines modifications de la Constitution, c'est par là que nous mettons fin, Madame, Messieurs, à cette session d'actualité. Merci surtout de liker, commenter et partager. Demandez à vos amis et connaissances de pouvoir s'abonner massivement. C'est la meilleure des façons de pouvoir soutenir Chancela Tchala News. Merci, Dr Noël Tchani, Modia Vita, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup de m'avoir reçu ici. Merci à Dessi Bakoulou qui était derrière la caméra pour la réalisation. Prenez rendez-vous avec moi dans un tout prochain numéro. À très bientôt.